généalogie successorale, c'est un métier où le mystère est partout. On commence avec un mort, comme dans une enquête policière. On va établir des hypothèses, c'est un travail de détective. Qu'est-ce qui a bien pu se passer dans la vie de ce garçon pour quitter son pays et ne plus jamais y revenir? Parfois, un pan entier de l'histoire de la famille s'est effacé, et notre rôle, c'est de remonter le temps et de pouvoir reconstruire cette famille. Pour nous, ça va être le début d'une vraie histoire qui, on l'espère, aura une jolie fin. Ils sont généalogistes successoraux. À la demande des notaires, ils recherchent les héritiers inconnus ou introuvables d'un défunt dont la succession doit être réglée. Pour les retrouver, ils remontent dans le passé des familles. Je suis appelé un matin par une notaire d'Amiens. Alors on me confie un nouveau dossier, Anne-Marie, qui décède à 88 ans, célibataire, pas d'enfant connu. Avec quand même une particularité, c'est que la notaire me dit il y a un testament. Elle écrit son testament à la fin des années 50, elle a 27 ans. Qui écrit un testament à 27 ans? On se pose tout de suite la question de savoir pourquoi. Je m'appelle Jean-Marie Lecam, je suis généalogiste successoral depuis 18 ans. Bonjour Franck, j'ai un nouveau dossier à regarder avec vous. D'accord. Voilà, un petit peu particulier parce que cette fois-ci, on n'a pas d'héritier à rechercher. Ok. Mais des légataires. Ah. Anne-Marie, la défunte, était professeure de musique. Sur son testament rédigé il y a plus de 61 ans, alors qu'elle n'avait que 27 ans, cette très jeune femme désignait en premier lieu son grand-père. Mais prévoyait aussi d'autres légataires, autrement dit d'autres héritiers, au cas où celui-ci lui prédécéderait. Jean-Marie doit donc retrouver 61 ans plus tard les personnes désignées dans ce document. Je propose qu'on s'intéresse au premier légataire qui est cité. Oui, bon, qui, le grand-père. Selon toute vraisemblance, sera décédé, mais on va en avoir au moins la preuve. Le cœur net. Alors, on a un lien vers un document numérisé. Il est décédé à Amiens le 14 novembre 1959. Donc déjà, le premier légataire. Oui, le premier légataire, malheureusement, est décédé. Le grand-père d'Anne-Marie, né en 1871, est décédé en 1959, soit 1 an et demi après la rédaction du testament de sa petite-fille. Donc on peut pas continuer dans le testament, puisque dit bien, dans le cas où mon grand-père décéderait, avant moi, ce qui est le cas, j'institue Monsieur de Granier de Cassagnac. Voilà, on a son adresse. Et s'il est décédé, son fils, Jean. Et si son fils est décédé, elle instituera le petit-fils, qui s'appelle aussi Jean. Voilà. Le premier des Granier de Cassagnac, il est né en 1890. Il est de la même génération que son grand-père. Et je suis curieux de savoir pourquoi elle l'a choisi. En général, on peut choisir les gens de sa famille, parfois aussi des amis, des relations en tout cas. Mais pourquoi quelqu'un d'aussi âgé? Regardez. Ah, attendez, ça c'est un acteur et un auteur-compositeur-interprète français, créateur de nombreuses revues. Il a également été scénariste, homme de radio et journaliste. Et il avait donc un nom d'artiste, Saint-Granier. C'est quelqu'un de très célèbre. Tout à fait. Tout de suite, ça nous replonge complètement dans l'univers des années 30. En plus, on a les images sur Internet. Et là, on se dit, ouais, on est sur un dossier incroyable. Il aimait bien son métier et tout le monde l'estimait dans le quartier. Saint-Granier, de son vrai nom Jean de Granier de Cassagnac, est un génial touche-à-tout qui, des années 1910 aux années 1960, traverse les époques en multipliant les performances. D'abord journaliste satirique, c'est dans le milieu artistique qu'il s'épanouit, celui des cabarets et de la chanson. La photo que vous avez donnée, c'est de vous? Oui, madame, c'est moi. Mais vous vous rendez compte que dans le film, vous devez paraître en slip? À partir des années 30, il franchit les portes du 7e art. Que ce soit sur le petit comme le grand écran, à l'écrit comme à la radio,
Sa voix, sa plume et son sourire de séducteur n'ont jamais laissé indifférent. Et en réalité, c'est la femme la plus charmante. Vous la connaissez? Allez-vous-en. Anne-Marie, la défunte, artiste elle aussi, était-elle tombée sous le charme de cet homme aux multiples talents? Qu'est-ce qui a poussé cette jeune femme de 27 ans à l'époque à ne désigner comme héritier que des personnes bien plus âgées qu'elle? Quels sont ses liens avec Saint-Granier? Est-ce que c'est un lien qui pourrait être amoureux? Est-ce que c'est un lien de connaissance? Pour qu'elle le mette sur son testament, c'est que c'est quelqu'un qui est forcément très important dans sa vie. Je pense qu'il y avait un lien... Plus fort que celui de l'admiration. Oui, complètement. Ouais. Jean de Granier de Cassagnac, 48. Et alors? Ah! Il La mention qui nous intéressait. Décédé à Neuilly-sur-Seine le 25 juin 1976. Bon. Donc là, effectivement, malheureusement, lui, il est décédé. Bon, mais l'histoire continue, puisque s'il décède, c'est son fils, Jean de Granier, qui pourrait être légataire. Tout à fait. Là, on a plus de chances éventuellement d'avoir quelqu'un de vivant. Oui. À partir de là, on sait que c'est finalement toute la descendance qui peut être éventuellement héritière. Et on va refaire de nouvelles recherches et malheureusement, on s'aperçoit que le fils et le petit-fils sont également décédés. Ça veut dire que le testament ne peut pas s'appliquer et qu'à partir de là, il nous faut repartir, faire des recherches sur les héritiers du sang pour retrouver la famille d'Anne-Marie. Et on repart à zéro comme un dossier classique. Ce testament rédigé très jeune par la défunte n'est donc pas exploitable. Il faut repartir de zéro et rechercher les héritiers de sang d'Anne-Marie. Pour cela, les généalogistes vont d'abord s'intéresser à son faire-part de décès. Et sa lecture va s'avérer payante. Ah, regardez Franck, Nicole, sa cousine. Donc elle a une cousine. Oui. La tristesse de vous faire part du décès d'Anne-Marie. Donc on aura une cousine, Nicole. Une cousine apparaît sur cet avis de décès. Les généalogistes tiennent un prénom, Nicole, et un nom de famille. Peut-être une héritière d'Anne-Marie. Certaines personnes sont, dès leur naissance et bien malgré elles, des victimes oubliées de la grande histoire. Pour les protéger, leurs proches préfèrent parfois taire leur passé. Ces secrets de famille sont les ennemis invisibles des généalogistes qui, comme Paul dans ce dossier, doivent parvenir à les percer. En tant que généalogiste, les on-dit, on a entendu dire, c'est souvent des secrets de famille. C'est souvent quelque chose de caché. Et justement, l'objectif du généalogiste, c'est d'aller déterrer ce qui est caché. Je m'appelle Paul Loriot et je suis généalogiste successoral depuis 16 ans. En s'apprêtant à ouvrir ce nouveau dossier que va lui remettre Sylvia, la notaire, le généalogiste ne s'imagine pas apporter autant de réponses à des personnes qui vivaient jusque-là dans l'ignorance de leur histoire familiale. J'ai été contactée par deux sœurs, Régine et Cécile, suite au décès de leur frère. Voilà, donc Serge, avec ses deux sœurs, ils ont le même père, mais pas la même mère. Très bien. Et je voulais faire une vérification d'absence de postérité auprès de vous, voilà. Vérifier l'absence de postérité d'un défunt, c'est s'assurer que même s'il est décédé célibataire et sans enfant connu, il n'a vraiment eu aucun descendant. C'est le cas pour Serge, mort à 68 ans. Donc sur l'acte de décès, j'observe donc Serge qui est né à Landau, Palatinat en Allemagne. Autre information, le défunt né en Allemagne en 1952 n'a pas la même mère que les deux héritières connues, Régine et Cécile. Le généalogiste va donc devoir vérifier que Serge n'a pas eu d'autres frères et sœurs. Je vous tiens au courant au fur et à mesure du dossier, dès qu'on avance et dès qu'on a des informations. Parfait, merci à vous. Bon courage dans vos recherches. Merci beaucoup. Merci. Quand je sors de chez le notaire, j'ai peu d'éléments, un acte de décès et l'information que Serge est né en Allemagne d'une mère allemande. Donc là, tout de suite, ça complexifie un tout petit peu les recherches. Je décide de rencontrer les deux sœurs de Serge afin d'avoir le maximum d'informations. Est-ce qu'ils étaient proches? Est-ce qu'ils ont grandi ensemble? J'espère qu'elles vont me mettre sur de bonnes pistes. Régine et Cécile, les demi-sœurs de Serge, étaient les confidentes du défunt. Elles vont lever le voile sur son histoire personnelle et mettre le généalogiste sur une piste inattendue qui va complètement lancer son enquête.
Bonjour Madame Paul Loriot. Bonjour, enchantée. Je vous en prie. Merci. Je vous en prie. Je vous présente ma sœur, Cécile. Merci de m'accueillir aujourd'hui, je suis ravi de vous rencontrer. Votre notaire m'a mandaté pour rechercher d'autres héritiers de Serge. Est-ce que vous pouvez me dire s'il avait des enfants? Non, il les adorait, mais il n'en avait pas. Non. Il a eu des copines, mais jamais rien de très, très sérieux. Vous pouvez me raconter? Je pense qu'il avait une dent contre les femmes, entre guillemets, vu son passé, que sa mère l'a abandonné. Mon père, à l'époque, était soldat. Il a connu la mère biologique de Serge en Allemagne, avec qui il a eu une liaison. Et il est parti après faire sa vie. Et il a appris par un collègue à lui qu'il avait un fils. Donc il est revenu en Allemagne. Mais quand il a vu à quel point elle ne s'occupait pas de Serge, il a dit « je reprends Serge ». Il avait quel âge lorsque votre père l'a récupéré? 1 mois, 15 jours, 1 mois, il était bébé. Après la défaite de 1945, l'Allemagne est divisée en 4 zones d'occupation. La France obtient notamment le Palatinat, où se trouve la ville de Landau. Au début des années 50, le père de Serge, militaire de carrière, y est en garnison pendant plusieurs mois. Pendant cette période, il entretient une liaison avec une Allemande. Celle-ci lui cache sa grossesse. Lorsqu'il le découvre, l'enfant est né depuis quelques semaines. Il récupère alors ce fils dont elle ne peut s'occuper. C'est ainsi que Serge arrive en France. Malheureusement, il a été obligé de le mettre dans une famille d'accueil puisqu'il était militaire de carrière, qui n'avait pas un domicile fixe. Et malheureusement, il a été vraiment maltraité et ça a laissé des traces profondes, on va dire. Et après, mon père et ma mère se sont mariés et il a dit à ma mère « J'ai un fils de 7 ans ». Et ma mère a dit « Il n'y a pas de problème, on le prend avec nous ». La véritable vie de famille de Serge, le défunt, commence donc à l'âge de 7 ans, lorsque le père de ce dernier rencontre celle qui deviendra sa femme, la mère de Cécile et de Régine. Alors, celle-ci, c'est la dernière au mois de mai. Donc Serge est en noir. Voilà, Serge est ici. Celle-là, il était donc avec notre papa. Ça, c'est donc le papa de Serge. Notre papa. Vous aviez quelle relation avec Serge? Si vous saviez comment il était attachant. Oui, très, très attachant. On était un peu ses 2e et 3e maman. Quand il est décédé, j'ai fait un choc émotionnel. Je me suis même retrouvée à l'hôpital. Et est-ce qu'il a cherché à retrouver sa maman? On a une cousine qui habite en Allemagne. Et comme on savait qu'elle était allemande, elle a fait des recherches. Oui. Et elle l'a retrouvée. Et elle nous avait dit à cette époque qu'elle était déjà décédée. Ça, il y a de ça déjà quelques temps. C'était il y a combien de temps? C'est il y a longtemps? Dans les années 80. Il semblerait qu'elle ait eu 2 autres enfants qu'elle a abandonnés aussi. Et qu'éventuellement, il pouvait avoir 2 autres frères. On n'avait pas d'autres informations, quoi. Donc en fait, là, vous m'apprenez que Serge aurait 2 frères. Donc vous seriez 4 héritiers. C'est sans aucune certitude, hein. C'est juste ce que notre cousine nous a dit. On ne sait pas, on n'en sait pas plus. Et elle l'a annoncé à Serge? Non, parce qu'on s'était posé la question. Qu'est-ce qu'on fait? On lui dit pas. Puis il était vraiment pas très bien, donc on avait dit, on dit rien. Donc Serge n'a jamais su qu'il avait d'autres frères et sœurs? Non. Les sœurs me font une révélation incroyable. Il semblerait que Serge ait d'autres frères ou sœurs. Les sœurs décident de ne pas lui en parler, donc ça restera un secret pour Serge toute sa vie. Paul, qui était avant tout venu pour savoir si le défunt avait eu ou non des enfants, repart avec une piste de recherche bien plus complexe. Serge aurait peut-être d'autres frères et sœurs dans un autre pays que le sien. Au revoir. Au revoir. Immédiatement, le généalogiste se rend à Landau, en Allemagne. C'est dans la ville de naissance du défunt que se trouve sans doute la réponse. Paul doit retrouver la trace de la mère biologique de Serge et vérifier si elle a vraiment eu d'autres enfants. Bonjour Marjorie. Bonjour Paul. Vous allez bien? Bien et vous? Très bien, merci. Vous avez fait bon voyage? Excellent, merci. Allons-y. Marjorie, la collègue germanophone de Paul, vient lui prêter main forte dans son enquête. Elle connaît bien les pratiques allemandes en matière de généalogie. Nous recherchons la fiche de renseignement d'Elisabeth, qui est née le 29 décembre 1924. Ok, je vais vous trouver ça. Installez-vous. Merci beaucoup. Donc aujourd'hui, sur notre tableau, nous avons donc les 2 sœurs et Serge.
Donc pour le moment, nous avons 3 personnes, donc 2 héritières. Les 2 demi-sœurs de Serge m'ont parlé d'une rumeur comme quoi la mère biologique de Serge aurait eu peut-être d'autres enfants. Donc notre objectif est de savoir s'il y en a vraiment ou pas. En Allemagne, chaque personne doit s'enregistrer dans la ville dans laquelle elle habite. Et sur la fiche apparaissent aussi les enfants qui vivent avec cette personne. D'accord. Donc éventuellement, on aura plus d'informations sur ces enfants. Dans ce pays, l'organisation des archives est très variable d'un land à l'autre. Mais les livres de famille, l'équivalent de nos fichiers de recensement, sont la mémoire des foyers. Et voilà, là vous avez la fiche de renseignement et le registre. Merci. Merci. Donc ça, c'est la fiche de la mère biologique de Serge. Oui. Et il est indiqué donc qu'elle est célibataire. Là, c'est Serge, c'est notre défunt. C'est notre défunt. Et donc là, on voit plusieurs enfants sur sa fiche. Ah oui, alors, donc ça, ce sont les enfants. Oui, tu vois. Donc une Daniela, D'accord. qui serait née en 1950, mais il est indiqué qu'elle serait décédée tout de suite après en bas âge, D'accord. en 51. Mais on a aussi un Jürgen, né en 54. Mais là, je vois un fils, Michael, qui serait né en 55. Et un dernier, Bernard, né en 57. À notre grande surprise, je découvre que Serge a 4 frères et sœurs qui sont indiqués sur ce document. Mais ce qui serait intéressant maintenant, c'est de voir les actes de naissance de ces enfants pour voir ce qu'ils sont devenus. Le livre de famille au nom de la mère de Serge, le défunt, révèle donc qu'il n'avait pas 2, mais 4 autres demi-frères et sœurs. L'une d'elles, Daniela, est morte en bas âge. Qu'en est-il des 3 autres? S'ils sont vivants, Paul aura 3 nouveaux héritiers à rechercher. Et là, j'ai 3 certificats. Vous pouvez directement garder les copies. Ah, formidable. Là, il y a Bernard, Jürgen et Michael. Il y a eu un jugement d'adoption en 58 aux États-Unis, en Géorgie. Donc ça veut dire que Jürgen a été adopté en 1958, donc à l'âge de 4 ans, par des Américains. Tout à fait. Aux États-Unis. Après, pour on a Michael. Michael, également une adoption par un sergent de l'armée, aussi américaine. Donc, ce n'est pas la même famille, c'est d'accord. C'est 2 familles adoptives, mais toutes les 2 des États-Unis. Donc Bernard, ici, on a encore une mention d'adoption. Donc tous les 3 ont été adoptés, également par un couple américain. C'est une 3e famille. Mais c'est incroyable que ce assez soit, incroyable. Pour tous les 3 des soldats américains et qui ont dû repartir avec ses enfants aux États-Unis. Elisabeth, la mère du défunt, n'a pas seulement abandonné Serge. Elle s'est aussi séparée de ses 3 autres fils. Dans l'Allemagne de l'après-guerre, les abandons d'enfants sont en effet monnaie courante. Face à cette situation, les procédures d'adoption sont facilitées par les pays des forces alliées d'occupation. C'est ainsi que les 3 autres frères de Serge ont été adoptés par des familles de militaires américains qui les ont ramenés avec elles aux États-Unis une fois démobilisés. Ils avaient entre 1 et 3 ans à l'époque. Que sont-ils devenus? Qu'est-ce qui pousse une très jeune personne à rédiger son testament? Pourquoi ne désigner en premier lieu que des individus très âgés? Cela fait partie des énigmes qui entourent la succession d'Anne-Marie et que Jean-Marie et Franck doivent démêler. Les généalogistes ont retrouvé le nom d'une cousine sur le faire-part de décès d'Anne-Marie. Pour être héritière, il faut que cette Nicole ne dépasse pas le 6e degré de parenté. C'est la règle en France. Or, Nicole est une cousine au 7e degré. Elle n'est donc pas éligible à la succession d'Anne-Marie. Jean-Marie et Franck décident tout de même de la rencontrer pour tenter de mieux cerner la vie de la défunte. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Merci de nous recevoir. Je suis contente de faire votre connaissance. Rentrez. On s'installe là-bas? Oui, parfait, oui. Super. Bon, vous savez pourquoi on est là aujourd'hui? Oui, malheureusement.
Vous êtes indiquée comme étant la cousine d'Anne-Marie. Oui. Et là, finalement, le seul membre de sa famille, on voulait vous rencontrer pour recueillir votre témoignage avec Jean-Marie. Et notamment savoir si vous pouviez nous en dire un petit peu plus sur le parcours d'Anne-Marie. On a en fait découvert au départ, lorsqu'on nous a confié ce dossier, un testament très surprenant. Donc elle n'a que 27 ans. Et le premier légataire qu'elle cite, c'est son grand-père. Pourquoi lui? Parce que pour sa famille, à elle, c'était que son grand-père et sa mère. Et pourquoi pas son père, du coup? Non, parce qu'elle a été élevée par sa mère contre son père. Ses parents, c'était un mariage arrangé. Hein. Et après, son père, il a eu une autre dame. D'accord. D'accord. Vous voyez... Ses parents ne vivaient plus ensemble ou... Si. Oh, c'était la vieille école, la bourgeoisie. On ne divorçait pas à cette époque-là. Hein. C'était pas bien vu. Et c'est pour ça qu'Anne-Marie, elle voulait pas que son père en hérite. Et alors, on a une question indiscrète à vous poser. Oui. Qui est Saint-Granier pour elle? C'est un copain de son grand-père. D'accord. J'ai toujours entendu parler de Saint-Granier, puis on écoutait ses émissions à l'époque. Hein. Oui. C'était un chansonnier. Ah oui, on disait un chansonnier. Il n'y a plus maintenant, au fond. Oui, elle admirait ce monsieur-là, visiblement. Oui, oui. Elle l'a peut-être croisé par rapport à son parcours professionnel. Elle était dans la musique aussi. Et sa voix était belle, là? Ah oui, ça c'est sûr. Elle avait une voix de soprane. D'accord, une voix de soprane. Ah oui, oui, oui. Mais elle n'a jamais percé, en fin de compte. Je lui avais toujours dit, moi, tu perceras jamais. Elle n'avait pas le physique, mais elle avait été touchée par les forceps à la naissance et elle avait les yeux qui louchaient. Alors, ça se voit pas sur les photos, mais quand vous chantez, il faut chanter avec des lunettes. C'est pas... Ouais. Nana Mouskouri, c'était le début. Des lunettes. À l'époque. Parce que c'était une jolie femme, elle aurait pu trouver... Oui. Oh, elle a eu des prétendants, mais... Ça ne l'intéressait pas. Non. Elle a jamais voulu se marier, en fait. Non. Elle a jamais côtoyé les hommes. Voilà. Alors là, les fêtes de famille, Anne-Marie, avec son chapeau de Catherinette. Voilà. Quand on était vieille fille, comme on disait, et qu'on n'avait pas de mari à 25 ans, on fêtait la Sainte-Catherine. Vous étiez très proche d'elle. J'étais proche dans ce sens que nous n'étions que 2 enfants à l'époque. Ah oui. Dans la famille. Est-ce que vous connaissez d'autres cousins ou cousines à Anne-Marie? Moi, personnellement, non. Aucun. Non. D'accord. Jean-Marie et Franck apprennent donc de Nicole que la défunte, échaudée par la relation de ses parents, n'a jamais voulu avoir de vie de couple. Ils comprennent également qu'à part cette cousine très éloignée, Anne-Marie n'avait aucun lien avec le reste de sa famille. Les généalogistes vont donc devoir fouiller dans les archives de la Somme, région d'origine de la famille d'Anne-Marie, dans l'espoir de lui trouver des héritiers. Après des semaines de recherches très complexes, les généalogistes découvrent 4 héritiers en ligne paternelle et 5 du côté maternel. Aucun d'eux ne connaissait la défunte et aucun ne souhaite non plus être identifié. C'est donc seul, accompagné d'un commissaire-priseur, que Jean-Marie va faire l'inventaire de la maison d'Anne-Marie. Ce que les 2 hommes vont découvrir dans cet hôtel particulier du centre d'Amiens va les aider à mieux cerner cette énigmatique personne. Bonjour maître. Bonjour. Vous allez bien, ça va? Ça va. Très bien. Bon, voilà, c'est ici la maison d'Anne-Marie. On y va? On y va. Allez. C'est ici. La défunte a fini ses jours, toute seule, dans la demeure familiale. On arrive dans cette maison, l'impression c'est qu'elle n'a pas été habitée depuis très longtemps. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a un salon. Mais à l'intérieur, le temps s'est figé à l'époque heureuse où elle vivait encore avec sa mère et son grand-père. On retourne dans le passé, maître, là. Hein. C'est vraiment resté dans son jus de l'époque, il n'y a pas de souci, il n'y a rien qui a bougé. C'est incroyable. Tout de suite, on a cette impression, on voit la famille jouer du piano, les gens à la fin d'un repas en train de chanter. Enfin, c'est vraiment ce que nous avait décrit Nicole. Rien ne semble avoir bougé depuis les années 50. Anne-Marie a laissé sa bâtisse se dégrader.
La salle à manger est difficilement accessible. Hein? Voire dangereuse, hein, ce qui est tombé. Parmi les vestiges de ce riche passé, les seuls objets de valeur reposent désormais dans des écrins. Ce sont des bijoux de famille que le commissaire-priseur va expertiser. Alors là, je suis en train de trier le métal, de l'or à vue d'œil. Alors là, vous avez une petite pièce en or. Ça, c'est peut-être de l'or. Une pépite. Ouais. Du métal. Tout ça, c'est l'or. Voilà, l'or, je l'ai regroupé ici. D'accord? Parfait. Une bague des années 50. Je vais aller regarder d'un peu plus près. C'est un diamant. Là, je vais regarder le calibre. Je pense que il fait 0,45 carats. Ce sont des grenats, pas des rubis. Je vais mettre 400 €. Déjà, on a 4048 €. 4048. Voilà. Parfait, merci maître. Déjà, c'est une bonne chose de faite. Le montant de la succession d'Anne-Marie avoisine les 250 000 €. Il faudra ajouter à cela le bilan de la vente aux enchères, puisque les 9 héritiers n'ont pas d'attachement particulier à ces objets et ne souhaitent rien conserver. Il arrive qu'au sein d'une même cellule familiale, des personnes soient portées disparues. Leur absence laisse alors place aux fantasmes et aux mauvaises interprétations. Et ce n'est parfois qu'au moment du règlement d'une succession que les généalogistes rétablissent la vérité. Cela va être le cas pour Guillaume dans cette nouvelle histoire où l'intrigue va lui procurer des émotions fortes. Certaines fois, en remontant dans la vie des familles, on tombe sur des grandes histoires, des petites histoires, des faits divers et des tragédies. Par nos recherches, on peut très bien révéler des choses qui sont complètement enfouies, inconnues. Je m'appelle Guillaume Roehrig et je suis généalogiste successoral. Guillaume a été appelé par une notaire de Metz pour régler la succession d'Anna, disparue à l'âge de 91 ans et qui laisse derrière elle des enfants de 2 unions différentes. Merci de votre visite. Alors, je vous ai sollicité parce que j'ai reçu des clients pour une nouvelle succession. La succession d'Anna, et c'est l'un de ses enfants, Roger, qui est venu me voir. Anna est décédée et elle a laissé des enfants de 2 mariages. Du premier mariage, j'aurai 4 enfants, donc Olga, Bronislav, Bernadette et Elisabeth. Parmi ces 4 enfants, j'ai donc les fiches d'état civil. Mais pour Olga, vraiment, je n'ai qu'une seule information. Sa date de naissance. Oui, elle est jeune, elle est née en 1947. C'est ça, oui. Mais on n'a aucune autre information. Roger n'a plus de contact avec sa sœur, il ne sait pas ce qu'elle est devenue. Olga est introuvable. Exactement. Quelques années après son mariage, en 1965, Olga n'a plus donné aucune nouvelle à sa famille. Guillaume doit vérifier si cette femme, disparue depuis plus de 50 ans, est toujours en vie. Et pour le deuxième mariage, j'ai le livret de famille. J'ai 2 enfants, Lucienne et Roger, qui est venu me voir. Parfait. Donc il faut que je vérifie que la défunte a bien eu que 6 enfants, que je retrouve Olga qui est en rapport avec aucun des 5 autres enfants. Oui. Parfait, bah écoutez, j'ai tous les éléments nécessaires pour pouvoir commencer à travailler. Maître, un grand merci pour votre confiance. Mais je vous en prie. On revient vers vous le plus rapidement possible. La défunte a eu 6 enfants de 2 mariages différents, dont 4 de sa première union. Olga, l'aînée, dont on ignore ce qu'elle est devenue, René et Bernadette, qui sont décédés, et Elisabeth, toujours en vie aujourd'hui. De ses secondes noces, elle a eu Roger et Lucienne, qui sont tous les 2 vivants. Dès le départ, je sais que retrouver Olga va être compliqué. On ne sait pas du tout où elle se trouve. Elle est vivante ou pas, je ne sais pas. Je dépêche mon bureau en Allemagne, à qui je demande de retrouver l'acte de naissance d'Olga. On le retrouve. Malheureusement, aucune mention sur elle.
Et en même temps, on demande à nos enquêteurs en interne de trouver différentes informations sur elle en France. C'est en effet en France, en région parisienne, que l'on perd la trace de la fille aînée de la défunte au début des années 1970. Et finalement, après plusieurs semaines, on arrive à se procurer un rapport de police. Et là, coup de théâtre, Olga est morte. Le 13 mars 1974, vers minuit, 2 hommes au visage masqué font irruption dans un bar, le Ruby, situé dans le 11e arrondissement de Paris. Lourdement armés, ils ouvrent le feu en direction du gérant, René Ventura, un petit caïd marseillais. Mais c'est sa compagne qui est touchée. Cette femme, c'est Olga. Enceinte de 9 mois, ni elle ni son bébé ne survivront à cette attaque. Elle a alors 27 ans et laisse derrière elle des jumeaux âgés de 8 ans qu'elle a eus de sa précédente union. Le rapport de police, pour nous, est très précieux, parce que je découvre, au-delà de la mort d'Olga, qu'Olga avait eu des jumeaux. Elle était mère de jumeaux de 8 ans, en pension à Paris. Et le rapport mentionne que les jumeaux avaient 8 ans au moment de l'assassinat. Donc j'ai des indices. Après, Olga est décédée à Paris. Donc par rapport à ça, je me dis on va pouvoir continuer nos recherches sur Paris et la région parisienne et réussir à retrouver ces 2 jumeaux. Ce triste rebondissement permet à Guillaume d'affiner l'arbre généalogique en vue de la succession d'Anna. On sait désormais que seuls 3 de ses enfants sont héritiers. Mais qu'Olga, sa fille assassinée à l'âge de 27 ans, laisse des jumeaux, des petits-enfants qui peuvent prétendre à la succession. Épaulé par Philippe, son directeur des recherches, Guillaume va faire le tour des mairies parisiennes pour retrouver la trace de ses enfants, âgés de 8 ans en 1974. 32, Philippe, je suis à 31, 29, elles sont là. On cherche donc 2 jumeaux. Ils seraient nés dans les années 65-66. Il y en a plusieurs. Est-ce que tu as des jumeaux? Oui, bon. Regarde, c'est bon. Oui. Né le 24 octobre 1966, Michel et Nathalie. 66, donc Michel et Nathalie. Bon, donc moi ouais, je vais regarder l'acte de naissance des 2. L'acte de naissance des 2, puis on va vérifier. 61, 66, octobre 66, voilà. Tac, l'année 66. Alors, voilà. Nathalie et Michel. Et ils sont les enfants d'Olga et d'Olga. Bingo. Donc ce sont bien 2 héritiers. Olga est à Munich, c'est bien oui, ça? Oui, c'est bien le même nom de famille. Pas de décès, donc ils sont vivants. Maintenant, il faut les localiser. Nathalie et son frère jumeau Michel sont bien vivants. Les généalogistes vont maintenant devoir les localiser car une question les obsède désormais. Que sont devenus ces enfants à la mort de leur maman? Dessiner l'arbre généalogique de familles qui ont vécu pendant des périodes sombres de la grande histoire s'avère souvent plein de surprises. C'est le cas dans le dossier de succession de Serge, né dans l'Allemagne occupée de l'après-Deuxième Guerre mondiale. Après avoir rencontré les demi-sœurs de Serge, le défunt, Paul et Marjorie ont découvert qu'il avait 4 autres demi-frères et sœurs, nés comme lui à Landau, en Allemagne. L'une, Daniela, est morte en bas âge. Les 3 autres ont été adoptés par des familles de militaires américains faisant partie des forces d'occupation de l'après-guerre. Les toutes dernières recherches de Paul lui ont permis d'apprendre que sur les 3 frères restants, 2 étaient aujourd'hui décédés. Mais l'un demeure bien vivant, c'est Michael. Ce Michael a été rebaptisé Tracy en arrivant aux États-Unis. Il vit près d'Atlanta, en Géorgie. Paul, qui s'apprête à le rencontrer, ignore ce que cet homme connaît de son propre passé et de celui de son demi-frère français. Bonjour. Oh. Bonjour. Tracy? Oui. Paul? Oui. Je suis content de vous rencontrer. Entrez, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Tracy, lui, a été adopté à l'âge de 3 ans. C'est à peu près tout ce qu'il sait de ses premières années. Ce qu'il va apprendre de la bouche du généalogiste va profondément le secouer. Alors Tracy, merci de m'accueillir.
Aujourd'hui, je viens vous voir parce que je suis mandaté par un notaire français qui règle la succession de Serge. Et je vous ai retrouvé, vous êtes un demi-frère de Serge. Je n'en avais aucune idée. Mes deux parents, ceux qui m'ont adopté, sont morts en 2007. Je ne sais rien de plus que ce que mes parents ont bien voulu me dire. Ma mère surtout ne voulait jamais parler de ça, ça la bouleversait. Pas totalement, mais quand même, ça lui faisait du mal. Ça a été une mère merveilleuse pour moi. Tracy va également découvrir qu'il avait deux autres frères, nés de la même mère, et qui ont eux aussi été adoptés par des familles américaines. Grâce à tous les documents, je peux vous dire que vous aviez trois frères, Serge qui est décédé, mais Jürgen et Bernard, qui, comme vous, ont été adoptés par des familles américaines la même année que vous. Les seules informations que j'ai sur vos frères sont qu'aujourd'hui, ils sont tous les deux décédés. Pouvez-vous me dire ce que vous connaissez de vous, de votre enfance, de vos origines, de vos racines? Je suis né à Landau, en Allemagne. Ma mère n'avait pas d'argent. Tout ce que je sais d'elle, c'est son prénom, Elisabeth. J'ai été placé dans un orphelinat allemand. Je ne sais pas à quel âge. Et malheureusement, c'est tout ce que je sais. Il n'a jamais fait de recherche. Du coup, je me sens un peu la mission de transmettre l'histoire de Serge à Tracy, son frère. Je vais vous raconter un peu la vie de votre demi-frère, la vie de Serge. Votre père, que je ne connais pas, n'est pas le père de Serge. Vous êtes en train de me dire que ma mère m'a eu avec un autre homme? C'est ça? Oui. Serge est né en 1954. Il est donc votre aîné. Il est né de la même mère que vous. Elle a accouché et son père biologique, qui était militaire français basé à Landau, là où vous êtes né avec Serge, a découvert qu'il avait un enfant quelques semaines ou quelques mois après la naissance de Serge. Il s'est rendu sur place et quand il a vu les conditions dans lesquelles il était élevé par sa mère, son père a décidé de l'emmener avec lui et de partir avec lui, de ne pas le laisser avec sa maman. En revanche, le père a rencontré une femme qui s'est occupée de Serge comme si c'était son propre enfant. Et elle a eu deux enfants avec le père de Serge, 2 filles, ce qui a permis à Serge d'avoir 2 demi-sœurs qui se sont bien occupées de lui, ainsi qu'une mère et un père qui avaient beaucoup d'amour. C'était, de ce que j'ai pu découvrir, une personne qui était avenante et d'une générosité sans borne. C'était une personnalité que tout le monde connaissait, avec une joie de vivre, malgré une enfance très difficile. C'est bon d'entendre ça. Il avait l'air un chic type, quelqu'un de bien. Surtout qu'il n'a pas eu des débuts faciles. Il aurait pu être moins sociable, moins avenant. Donc j'ai de nombreuses photos de lui. Tenez. Il me ressemble quand j'étais plus jeune. Là, on a Serge quand il était petit. Je vois vraiment une ressemblance là avec cette photo. Et là, on voit Serge avec un de ses petits-neveux. Et on voit comme il est souriant. Et là, j'ai une dernière photo où on voit Serge et ses 2 sœurs, ainsi qu'une nièce, quelques mois avant de mourir. Ça se voit qu'il n'est pas en forme. Il a l'air plus maigre. Je suis triste qu'il soit mort si jeune, à 68 ans. Mais je suis heureux qu'il ait eu une belle vie avec sa famille. J'ai quand même une autre question, Paul. Comment Serge a découvert mon existence? Ce qui fait que vous êtes arrivé jusqu'à moi? Malheureusement, il ne vous a pas découvert. C'est pour ça que j'interviens. J'interviens lorsque l'on ne connaît pas les héritiers. Et Serge est mort sans connaître votre existence.
C'est injuste, mais c'est comme ça. It's what it is. Est-ce que ces sœurs ont émis le souhait d'entrer en contact avec moi? Ce que je vous propose, c'est de les appeler parce qu'elles ont envie de vous parler. Aujourd'hui? Ça serait formidable. Bonjour. Oui. Bonsoir. Moi, je suis à 1h30 d'Atlanta, au sud, chez Tracy, le demi-frère de Serge. Bonjour, comment allez-vous? Je suis très content de vous voir. C'est un moment exceptionnel, merveilleux. Je ne sais pas trop quoi vous dire, il y a tellement à dire. Vous l'avez appris aujourd'hui seulement? Oui, j'ai découvert l'existence de Serge aujourd'hui. J'ai toujours eu ces questionnements en moi sur mon passé, mes origines. C'est formidable de découvrir ça. Le visage comme ça, oui. Le front, oui. Au revoir. J'étais très heureux de vous parler. J'espère qu'on va pouvoir se rappeler bientôt. Merci. Au revoir. Du coup, je vais pouvoir vous donner, Tracy, les coordonnées des sœurs pour que vous puissiez rester en contact, peut-être leur écrire une lettre ou pouvoir leur faire un autre appel. Ça a répondu à pas mal de questions que j'avais en moi depuis 60 ans. J'ai vraiment apprécié que vous veniez jusqu'à moi et que vous ayez pris le temps pour ces recherches. L'héritage en lui-même, c'est pas important. Avoir des réponses à mes questions, ça l'est. Merci 1000 fois, merci. On se dit qu'on a servi à quelque chose et c'est une satisfaction pour moi que de me dire j'ai reconstitué le puzzle. C'est passionnant et c'est ce que je préfère dans mon métier. Cécile et Régine, les deux demi-sœurs connues de Serge, partageront les 22 000 € d'héritage avec ce demi-frère américain du défunt qui apparaît dans leur vie sur le tard. Comment se construire après la mort violente d'une mère? Que penser d'une famille qui semblait ignorer jusqu'à votre existence? La révélation de certains drames peut-elle réparer des années sans lien? C'est ce qu'espèrent Guillaume et Philippe lors du règlement de la succession d'Anna, la défunte, une grand-mère qui est morte sans savoir ce que sa fille aînée et ses petits-enfants étaient devenus. Guillaume et Philippe ont retrouvé 9 héritiers d'Anna. 3 enfants et 6 petits-enfants, dont Nathalie et Michel, les jumeaux d'Olga, la fille de la défunte qui avait disparu depuis une 50aine d'années. Ils ont pu localiser ces jumeaux et espèrent, en les rencontrant, mieux comprendre l'histoire de cette famille. Bonjour, enchanté, oui. Guillaume Rerig. Oui, bonjour, entrez, je vous en prie. Bonjour. Bonjour monsieur, enchanté. Bonjour, Michel. Guillaume Rerig. Bonjour monsieur. Bonjour, Michel. Merci de nous recevoir aussi rapidement. Si on vient vous voir, c'est dans le cadre d'une succession. Oui. Et la succession de votre grand-mère, Anna. Oui. Et nos recherches nous ont permis de vous retrouver. Là, c'est la découverte. Ouais. Vous avez bien connu ou pas votre grand-mère? Pas du tout. Pas du tout, du tout. Pas du tout. On l'a jamais vu. On l'a jamais vu, non, jamais. Aucun souvenir? Aucun. C'est-à-dire que tous les membres de la famille du côté de ma mère, on les a jamais vus. On n'a jamais eu personne. D'accord. Votre maman Olga, elle est morte apparemment donc, dans une fusillade? Oui, tout à fait. Un règlement de compte. À Paris, une balle perdue. Alors qu'elle attendait ma sœur. Elle était enceinte. Voilà, elle était enceinte, elle était sur le point d'accoucher. Le prénom était choisi. Elle devait s'appeler Caroline. Caroline, je crois. D'accord. Ça a mis notre, notre enfance, ça l'a foutu en l'air, en fait. Ça a conditionné toute votre vie. C'est notre vie. Oui. On a été placés. On a été pupille de l'État, puisque forcément, on n'avait personne, quoi. Donc, personne ne vit comme votre papa. Non, mon père était parti au pays. Oui, mon père, quand il a quitté ma mère, c'était pour une autre femme. Et il nous a occulté. En Yougoslavie? Oui, oui, bien sûr. Lui, à l'époque, oui, c'était la Yougoslavie. Maintenant, c'est la Serbie. Mais mon père est parti là-bas et puis sans se soucier du reste, quoi. À la mort de leur mère, Nathalie et Michel n'avaient déjà plus de relation avec leur père, qui les avait abandonnés
en retournant en Serbie, son pays d'origine. Dans votre malheur, vous avez eu la chance d'être tous les deux. Vous n'avez jamais été séparés? Alors, tous les deux, jamais. Jamais, non. Jamais. On a eu de la chance, c'est vrai que... C'est au moins ça. Au moins ça. Mais vous avez des photos de votre maman? Oui, j'en ai quelques-unes, là. Bon, c'est un vieil album, mais voilà, là, il y a maman. On dirait une actrice. On dirait Sophia Loren, un peu. Oui, mais... Elle a des faussaires, ouais, je trouve. Ouais. Donc là, c'est votre maman au moment de son décès, c'est ça? Elle est morte jeune, dans tous les cas. Oui. Et maman est morte à 27 ans. 28 ans. Et là, c'est toujours votre maman aussi? Ah oui, partout. Là, de toute façon, les premières pages, c'est moi. C'est bien que vous ayez tous ces témoignages Alors, de vos premières années. j'ai toujours le peu. Le peu qu'on a, on essaye de les garder précieusement. Donc en fait, vous avez votre maman dans un coin de votre cœur et vous l'avez dans un coin de votre maison. Ah oui, complètement, toujours. Elle a toujours eu sa place. C'est le petit fil, c'est le petit truc qui fait que je suis pas toute seule. Des fois, quand j'ai le cafard, je me mets là, je regarde et puis voilà, ça met du baume au cœur. Ça vous réchauffe le cœur. Ouais, tout à fait. Même si les larmes, elles arrivent, mais c'est comme ça. J'ai une photo du mariage, vous verrez, là, un peu plus loin. Et il y a un groupe de personnes, je suis incapable d'identifier qui que ce soit. Probablement des frères et sœurs. Et je pense, et là, voilà, et là, je pense qu'on peut avoir des gens de la famille. Ça serait intéressant. La seule solution qu'on ait, c'est de retrouver, enfin, de rencontrer les membres de la famille qui vont pouvoir nous éclairer. Ce serait le bonheur. Écoutez, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Vous avez un oncle et 2 tantes vivants. Et vous avez aussi 4 cousins germains. T'imagines, toi? J'aurais jamais pensé qu'un jour ou l'autre, on allait revoir tout ça. On a toujours eu le sentiment d'avoir été plus ou moins abandonnés, Voilà. en compte. Et là, le fait de savoir qu'eux savaient aussi. Je pense qu'eux savaient qu'on existait. Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas essayé de vous retrouver? Oui, voilà. Ça aurait évité beaucoup de choses. Et ces gens-là, ça vous ferait plaisir de les rencontrer pour combler tout ce manque? Ah bah ouais. Ah oui. Ouais, s'ils le veulent, moi, alors là, ma porte est ouverte. Ou la leur. Ou la leur, voilà. Dans un sens ou dans l'autre. Ah oui, là, moi, il n'y a pas de souci. Nathalie et Michel se pensent orphelins, mais ils ont une famille très importante. Donc ils vont peut-être avoir, en les rencontrant, des réponses aux 1000 questions qu'ils ont eux depuis des années et auxquelles personne ne peut répondre. Quelques semaines plus tard, les généalogistes organisent une rencontre entre les enfants d'Olga, une de leurs tantes et des cousins germains. Les jumeaux sont à leur plus grande surprise, très attendus. Je suis une vraie cocotte minute. Toute la famille à maman. C'est toute notre famille, ça. Ça fait partie, hein. Ouais, c'est vrai. Bonjour. Michel. Oh, mon Dieu. 40 ans presque. Ouais, plus. Bonjour. C'est Michel. Donc, vous avez connu maman? Oui. Lucienne est la demi-sœur d'Olga. Elle avait 15 ans de moins qu'elle. Elle se souvient très bien de sa grande sœur et de ses 2 petits-enfants, jusqu'au jour où le contact a été rompu. Jennifer et Cédric, eux, sont des neveux et nièces d'Olga. Ils ne l'ont pas connue. Ça fait bizarre, quoi. En tout cas, plaisir partagé. Je vous ai connu quand vous étiez tout petit. Et là, j'ai chaud au cœur. Ils ont voulu, je pense, en quelques secondes, rattraper 50 ans de vie oubliés. Les liens du sang parlent d'abord, et c'est très émouvant. Découvrir à 54 balais que j'ai une famille, c'est chaud patate quand même. Mais bon, voilà, quoi, c'est émouvant, ça prend aux tripes. Putain, au bout de 50 piges, ça fait long. Oh, ça me fait plaisir. Ça fait parce que je montre des photos. Regardez, c'est qui celle que j'ai à la maison. C'est qui ça? Moi, mon frère. Voilà. Ma mère. Oui. Ma mère. Oui. Oh, maman. Et là? Celle-là, je l'ai pas. Toutes celles-là, je vais les prendre en photo. Oui. Ça, c'est ma maman. C'est la grand-mère. Mais elle ressemble beaucoup à maman, Olga. Oui. Mais elles n'étaient pas brouillées, toutes les 2? J'en sais rien, écoute. Parce que ma maman, elle disait pas grand-chose, quoi.
Alors comment il y a eu cette cassure de façon à ce qu'il y ait plus de... Il y a eu une déconnexion complète. Ça remonte qu'il y a des années et ma mère, elle a fait comme des recherches. Tout le monde disait qu'ils n'arrivaient pas à la trouver. Elle risquait pas, la pauvre. Personne n'avait prévenu que maman s'était fait tuer dans un... Ah oui, c'est pas con, ça. Non. On se posait souvent la question de choses comme ça pour voilà, savoir. Puis après, nous, bon, en grandissant, on savait qu'il y avait des choses, il y a des questions qui étaient on avait l'impression des fois un peu tabou parce qu'on voulait pas forcément toujours nous répondre. Mais... Nous, on a fini à la DAS, quand même. On a fini pupille de l'État, pensionnat, immatriculé. Par des numéros. Ouais. Mon frère, c'était Comme le de 45. l'avion, là, on était. Mon frère, c'était le 45 et moi, le 303. Ça a dû être très dur, quand même. Ça fait mal au cœur d'entendre des choses pareilles parce qu'on se dit, vous avez une famille et vous êtes des numéros, quoi. Si les recherches avaient abouti, effectivement, on ne serait peut-être pas passé par certains chemins. On aurait peut-être pu éviter. Peut-être qu'on aurait été, même si on n'a pas été réellement malheureux, mais on aurait eu un meilleur parcours, je pense. Parce que la famille, pour moi, c'est important. Pour moi, c'est la clé de la vie. Si je fais ce métier, c'est pour ce type de rencontre. Notre travail, c'est de créer un pont entre le passé et le présent. Là, il y avait un pont qui était cassé depuis 50 ans. On l'a reconstruit. Et maintenant, je pense et j'espère que ces familles vont continuer à se voir. Grâce au règlement de la succession d'Anna, la grand-mère, Nathalie et Michel ont rencontré une tante et des cousins germains. Ils ont aussi compris que personne dans leur famille ne les avait vraiment oubliés, ni leur mère, ni eux. Ils ont désormais les cartes en main pour essayer de rattraper le temps perdu.